The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Enfrand avec vous pour ce webinaire éducatif sur les corrélations, que ce soit sur le Forex et les marchés boursiers. On va voir ça tous ensemble. Avant de poursuivre ce webinaire, est-ce que vous pouvez me confirmer, est-ce que l'image et le son fonctionnent bien? Alors oui, ok, nous dit Birama. Écoutez, merci à vous Birama pour cette confirmation. Bonjour à vous au passage. Alors on commence tout de suite par l'investissement gaz sur risque. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Bonjour à vous Stéphane, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est la corrélation du niveau le plus simple à un niveau quand même un petit peu plus poussé. Donc, je sais qu'il y a des gens dans cette parmi les participants qui sont des grands habitués à mes points de marché. Donc voilà, il y en a pour tous les niveaux dans ce webinaire. Donc, je vous invite à rester jusqu'au bout pour ceux qui, sont les plus adeptes des marchés boursiers. Alors, on va commencer déjà par définir qu'est-ce que c'est une corrélation en trading. Ensuite, on va voir la matrice des corrélations et ensuite les corrélations sur le forex à connaître, les corrélations indice boursier à connaître, les corrélations actions à connaître et les autres types d'actions. Voilà, il y a différents types d'actions, de corrélation, excusez-moi, mais globalement on a on retrouve les mêmes choses. Mais voilà, je pense que en fait j'ai mis les points importants parmi toutes les corrélations sur le forex, les indices boursiers, les actions et des autres que vous allez voir qui sont particulièrement intéressantes. Alors, pourquoi utiliser les corrélations en trading? Eh bien, tout simplement, euh, ça va nous permettre d'avoir des signaux beaucoup plus tôt. On est dans un monde, comme vous savez, qui est de plus en plus connecté, avec des économies qui sont de plus en plus liées grâce à l'essor du commerce mondial, et donc tout devient de plus en plus lié. Et donc les corrélations sont très utiles, dans un premier temps pour comprendre les impacts sur le marché, c'est très très utile pour comprendre l'impact, et d'un point de vue trading, ça va être très intéressant pour remarquer des opportunités, et pour renforcer, pourquoi pas, son analyse. Voilà, donc c'est quelque chose qui est vraiment très puissant. Et je pense qu'un trading sans corrélation est beaucoup moins déjà intéressant d'un point de vue économique. Et d'un point de vue trading, bien écoutez, je pense que ça permet les corrélations de renforcer sa confiance. Voilà. Donc voilà, tout simplement. Par exemple, on a des corrélations entre les valeurs refuges et les valeurs qui sont risquées. Ça va être l'opposé. Par exemple, une valeur refuge va s'apprécier lorsqu'il y a un appétit, lorsqu'il y a une aversion pour le risque, et les valeurs risquées vont s'apprécier lorsqu'il y a de l'appétit pour le risque. Donc on va avoir une corrélation qui est négative. Alors, qu'est-ce que c'est une corrélation? On part de la base. Alors une corrélation, déjà c'est compris entre plus 1 et moins 1. Celle qui tend vers plus 1, c'est-à-dire que c'est une corrélation qui est positive. Bien évidemment, la corrélation à plus 1 ou moins 1, c'est-à-dire la corrélation parfaite, n'existe pas. C'est quelque chose qu'une corrélation va tendre vers une direction. Elle va soit tendre vers plus 1, elle va se rapprocher au maximum de plus 1, ou soit elle va se rapprocher au maximum de moins 1. Mais elle ne peut pas, c'est impossible qu'elle soit à plus 1. Parce que ça veut dire que ce serait une corrélation 100% parfaite. Que la moindre le micro changement se répercute sur les deux prix. Voilà, donc ce n'est pas possible. En tout cas, ce n'est pas vu sur les marchés boursiers pour le moment. Une corrélation égale à zéro, c'est tout simplement une corrélation qui n'existe pas. Donc il n'y a pas de corrélation entre les deux actifs. Il y en a un qui peut aller à l'horizontale, un qui peut aller à la hausse, l'autre qui peut aller à l'horizontale. Ensuite, voilà, il y a pas une corrélation de zéro, c'est des croisements. Il n'y a pas vraiment de similarité. En fait, il n'y a aucune symétrie entre les deux. Voilà, donc on va appeler une corrélation positive. Excusez-moi, deux actifs qui mince. Une corrélation positive, c'est deux actifs qui évoluent dans la même direction. Et donc, la corrélation va tendre vers plus 1. La corrélation nulle, ce que je vous ai dit, c'est deux actifs qui sont indépendants l'un de l'autre.
et donc la corrélation égale à 0. Il n'y a pas de corrélation. Et la corrélation négative, c'est-à-dire -1, c'est la corrélation qui va faire évoluer deux actifs de façon opposée. Il y en a un qui va à la hausse, un qui va à la baisse. Ça, c'est une corrélation négative. Une corrélation positive, c'est deux actifs qui vont à la hausse ou deux actifs qui vont à la baisse. Alors, les corrélations, tout d'abord connues, et c'est la première chose qu'on a vue, c'est les matrices de corrélation. Matrice de corrélation, ça mesure tout simplement en pourcentage la corrélation d'un actif par rapport à un autre. Par exemple, le GBP-USD sur l'euro-dollar, vous voyez qu'il y a une corrélation de 37. 37, écoutez, on n'a pas vraiment de... C'est une corrélation qui est plutôt positive, mais avec 37%, on ne va pas avoir assez pour pouvoir l'exploiter. La première question qui se pose, c'est à partir de combien nous pouvons dire qu'une corrélation est exploitable. Alors ça va dépendre des théories. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que le minimum, le grand minimum, c'est 70%. Pour moi, c'est le minimum. Donc je m'intéresse pas aux corrélations qui sont inférieures à 70%. Donc là, en fait, en fin de compte, sur ce graphique, on va voir ceux qui sont en rouge déjà. Ceux qui sont en bleu, on va les oublier. Mais vous voyez que même en bleu, on a 57,2. Pour moi, ce n'est pas assez. Maintenant, tout va dépendre de chacun. Mais pour moi, 57,2, voilà, c'est pas une corrélation qui est suffisamment puissante. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Une corrélation, ça peut, d'un point de vue de money management, ça peut vous permettre de vous diversifier. Par exemple, regardez, l'euro-dollar et l'USD-CHF, on voit qu'il y a une corrélation qui est négative. C'est-à-dire que si quelqu'un achète l'euro-dollar et vend l'USD-CHF, eh bien, il sera exposé de la même façon. Ça veut dire que, eh bien, son risque sera augmenté parce que les deux actifs seront corrélés. Maintenant, si vous achetez l'euro et l'USD, l'euro-dollar et l'USD-CHF, on peut voir qu'il y a une corrélation négative. D'accord? Donc, ça veut dire que vous allez opposer le risque. C'est-à-dire que si l'un va augmenter, l'autre aura tendance à baisser et vice versa. Donc là, on a une corrélation négative, moins 92,7. Une corrélation fortement positive qu'on va trouver, c'est l'euro AUD avec l'euro USD. Donc là, on n'a que quelques pertes de devises sur une unité en journalière. C'est peut-être pas la chose que nous souhaitons. Maintenant, on a des outils beaucoup plus sophistiqués qui vont nous permettre de mesurer la corrélation. C'est ce qu'on va voir ça tout de suite. Si vous avez des questions au passage, n'hésitez surtout pas à me les poser. Bonjour à vous François, j'espère que vous allez bien. Alors les corrélations Forex. Alors déjà, l'euro et le franc suisse. Ça, c'est la première corrélation qu'il faut comprendre. Alors, cette formation sera disponible sur YouTube, donc pour ceux qui n'ont pas un bout de papier pour écrire, vous pouvez retrouver cette formation sur YouTube. Mais dans le cas où vous avez un petit bout de papier et un crayon sous la main, n'hésitez pas à marquer juste les corrélations. Ça prend que 2 minutes et ça vous aidera d'un point de vue money management et d'un point de vue de l'analyse. Donc franc suisse et l'euro qui sont corrélés. Pourquoi? Pourquoi sont-ils corrélés? Pourquoi sont-ils autant corrélés? Eh bien, si on prend un peu de recul, l'économie suisse, la Suisse, à qui elle exporte, qui est son premier partenaire économique, eh bien, on peut le déduire que géographiquement, c'est l'Union européenne. Eh bien oui, 50% des exportations de la Suisse est vers l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'Union européenne va mal, si la zone euro va mal, alors, eh bien, les exportations suisses vont être pénalisées parce que 50% des exportations vont en général à l'Union européenne. Donc si l'Union européenne consomme moins, alors il y aura moins d'exportations suisses. Enfin, en tout cas, c'est le synonyme. D'accord? On pense rapidement. On se dit que si son premier partenaire économique, si votre premier partenaire économique consomme moins, vous aurez moins de chances de lui vendre des produits. On est d'accord. Et donc, voilà, dès que la zone euro baisse, c'est généralement quand des statistiques économiques vont mal, ou alors que la situation économique, que ce soit de la banque centrale, etc., elle va mal, alors le franc suisse aura tendance à baisser. Parce qu'il y a une spéculation justement là-dessus. On sait que la Suisse, l'économie suisse, dépend quand même beaucoup de celle de l'Union européenne. Donc si l'Union européenne va mal, eh bien la Suisse ira mal. Voilà, c'est un petit peu un raccourci que je fais, mais c'est ça, c'est pour ça qu'ils sont corrélés. Ensuite, l'euro et le dollar, la première et la deuxième zone économique mondiale et la paire la plus tradée
sur le Forex. Alors, pourquoi l'un augmente et l'autre baisse? Pourquoi il y a une corrélation si négative? Eh bien, tout simplement parce que on a un leadership soit européen ou soit américain. C'est-à-dire que si on a un dollar qui baisse, eh bien, les sociétés européennes seront plus compétitives et vice versa. Et en général, c'est bien évidemment le dollar qui guide l'euro. Ce que je veux dire, c'est que si le dollar baisse, on aura tendance à avoir un euro qui sera haussier. Maintenant, il y a quelques fois où, bien évidemment, Mario Draghi fait bouger l'euro et influence donc sur le dollar. Ça peut arriver. Mais on va dire que, allez, 70-75% du temps, c'est plutôt le dollar qui, en intraday, peut faire varier l'euro en dehors des annonces macroéconomiques. Voilà, donc le dollar et l'euro, c'est une corrélation qui est négative. Ensuite, on va voir quelque chose peut-être qui peut paraître un peu plus compliqué, mais en fin de compte, là, on a devant nous des valeurs refuges. Le gold, le cours de l'or, le yen, le franc suisse, et avec le franc suisse, j'ai mis l'euro. C'est pas une valeur refuge, mais étant donné qu'il y a le franc suisse, on sait que le franc suisse est corrélé à l'euro. Donc je l'ai ajouté. Et vous pouvez voir clairement que quand le cours de l'or baisse, nous avons ce yen surtout qui est beaucoup corrélé au gold, mais également le franc suisse qui est une devise refuge, eh bien, qui suit le cours de l'or. Alors, laquelle dirige l'un et l'autre? Eh bien, c'est plutôt le cours de l'or qui est le cours de l'or et le yen qui sont les ambassadeurs des valeurs refuges. C'est-à-dire que si on a un yen et un gold qui convergent dans la même direction, qui sont par exemple les deux à la baisse, il est fort à parier que le CHF ira à la baisse également. Voilà, donc on a ces valeurs refuges qui sont bien corrélées. Corrélation Forex, matière première. Là, on arrive dans un topic assez intéressant. C'est pour moi, moi, c'est ce que je préfère. Les corrélations entre différents marchés. Là, nous avons le dollar avec le gold. Alors, pourquoi vous me direz que le dollar et le gold sont corrélés? Alors, on peut voir déjà tout d'abord qu'il n'y a pas une corrélation 100% négative. Elle est négative, mais on peut voir qu'ici, la tendance était baissière, alors que le dollar, eh bien écoutez, le dollar il était plutôt stable. Donc on a une corrélation qui est négative comme on peut le voir, mais elle n'est pas à 100%. C'est ça que on va illustrer. Elle n'est pas à 100%. Je n'ai pas mesuré à ce moment-là, mais elle doit être environ, je dirais 70 pour 80%, quelque chose comme cela. Bref. Pourquoi et qui dirige ce marché? Eh bien, c'est plutôt le dollar. Pourquoi? Eh bien déjà, on a un premier facteur qui est que le cours de l'or, ce cours de l'or que j'ai affiché là, est coté face au dollar. Donc, voilà, c'est comme toute paire de devises, comme tout actif. Si l'actif comparé évolue, eh bien, le prix diminuera. D'accord? Par exemple, l'euro-dollar, si le dollar augmente, l'euro baissera. Ben là, c'est pareil. Donc, on a déjà une première corrélation. Un premier impact qui vient de la cotation du gold, qui est lié au dollar. Ensuite, nous avons les rendements obligataires américains. Qui dit rendement obligataire américain en hausse, qui dit gold en hausse, et vice versa. Et on sait que le DXY, quand il augmente, c'est plutôt quand on a une spéculation sur une hausse des taux. Et donc spéculation sur hausse des taux, on a les rendements obligataires américains qui sont influencés, et donc le cours de l'or. Voilà, donc on a la Fed derrière ce dollar qui joue sur le cours de l'or. Le dollar canadien avec le pétrole. Alors, là on a trois courbes. On a l'USD CAD, qui est la devise la plus connue. Mais ce que je voulais déjà, focalisez-vous sur la courbe en rouge et la courbe en noir. Le courbe en rouge, c'est le dollar CAD index. Donc c'est le dollar canadien, les états purs, coté face à aucune autre devise. Donc c'est juste le dollar CAD, comme on connaît DXY. Là c'est le canadien index. D'accord? Et on regarde face au pétrole, donc le rouge et le noir. On peut voir clairement qu'il y a une corrélation entre les deux. Pourquoi? Bien pour ceux qui ne le savent pas, le dollar canadien est un pays pétrolier qui exporte et qui explore le pétrole. Son économie dépend, alors elle ne dépend pas exclusivement du pétrole, loin de là, mais il y a une part non négligeable liée à l'activité parapétrolière. Et donc qui dit un pétrole WTI qui baisse, c'est synonyme
que le PIB, que la richesse canadienne va diminuer, ou en tout cas va ralentir. Et donc, qui dit ralentissement de l'économie, qui dit ralentissement pardon de la croissance, dit ralentissement de l'économie, dit ralentissement de la consommation, etc., etc. Ce qui nous vient à dire que, eh bien, la banque centrale pourrait, voilà, ne pourrait pas, enfin, ça impacterait négativement la politique monétaire de la banque centrale. À l'inverse, on a un baril de pétrole qui augmente, eh bien on a un dollar canadien qui est spéculé à la hausse parce que on s'attend à ce que le Canada produit plus, exporte à un meilleur prix, produit donc est plus compétitif, augmente ses revenus, augmente sa croissance, etc., etc. C'est toujours un cycle, hein. Un cycle entre la consommation, la croissance, la production, etc., etc. Le taux de chômage, voilà. Il y a tous ces facteurs économiques là qui sont dans un cercle, hein, en fait, en fin de compte. On a l'AUD-USD. Alors, pardon, excusez-moi. L'USD-CAD, la ligne verte, j'y reviens. Donc, du coup, l'USD-CAD, puisque c'est l'USD face au CAD, en fin de compte, l'USD-CAD, c'est un petit peu l'inverse du dollar CAD en rouge. Et donc, on peut voir qu'il y a une corrélation négative entre l'USD-CAD et le baril de pétrole. Donc, par exemple, vous êtes un trader, vous achetez le pétrole, c'est compliqué d'acheter en même temps l'USD-CAD. Parce qu'on a une corrélation qui est négative. C'est un peu comme si vous hedgiez. En fin de compte, ça revient à faire l'opposé. C'est comme si vous achetez un petit peu, achetez et vendez la même devise. Ça revient un petit peu à faire la même chose. Pas exactement, mais c'est l'idée. Donc globalement, l'USD-CAD, si vous êtes plutôt baissé sur l'USD-CAD, ça veut dire que vous avez plutôt un sentiment haussier sur le pétrole. Ou alors, c'est-à-dire que vous misez exclusivement sur la baisse du dollar. L'AUD-USD face au gold. Le même topo que le pétrole et le CAD, l'AUD, l'économie australienne, est un pays qui euh, produit, qui exporte, pardon, qui a beaucoup de mines et qui exporte beaucoup de minerais, surtout à son premier partenaire économique qui est la Chine, vient ensuite l'Inde. Donc tous ces pays en fort développement et industriels qui ont besoin donc de métaux, parce qu'on le sait que dans les, eh bien tout dans ce qui est dans tous les circuits électroniques, tout ce qui est électronique, il y a besoin de métaux, que ce soit du cuivre, de l'or. Voilà, je suis pas expert là-dessus, mais il y a besoin de métaux. Et donc, qui dit hausse du gold, alors si on peut, on va y revenir après. Qui dit hausse du gold, dit donc hausse du dollar australien, parce que hausse de la production australienne d'or, hausse des ventes, enfin hausse des revenus, hausse de la richesse, hausse de la croissance, etc., etc. Donc ça soutient l'économie australienne. Voilà. Et donc, comment le gold progresse? On l'a vu face au dollar, mais il y a également une autre chose qu'on va voir après. On va le voir maintenant, pardon. Il y a une autre chose qui soutient le gold, ça va être les pays émergents et surtout la Chine, qui est le premier pays producteur au monde, producteur industriel au monde. C'est-à-dire que si la Chine a un problème de croissance, on aura la production qui va baisser et donc une demande en or qui va diminuer. À l'inverse, si on a une Chine qui dépasse les espérances de croissance, les anticipations de croissance, si on a un taux de croissance simplement plus élevé que ce qui était prévu, alors c'est synonyme que la production a augmenté et va augmenter. Et donc la demande dans les minerais, que ce soit l'argent, le cuivre ou l'or, va augmenter. Et donc l'AUD va augmenter. Vous voyez, c'est corrélé. Ensuite, l'AUD CAD et le gold WTI. On l'a vu, l'AUD est corrélé au gold, on est d'accord. Le CAD est corrélé au pétrole, on est d'accord. Donc si on trace deux courbes, l'AUD CAD avec le gold WTI, on peut voir qu'il y a une petite corrélation quand même. Une corrélation qui est positive, certes quelquefois elle est négative, mais on peut voir quand même que c'est assez flagrant cette corrélation. Tout simplement parce qu'on a combiné les deux graphiques qu'on a vus avant, l'AUD-USD, l'AUD-USD face au gold et l'USD-CAD face au pétrole. Là on a combiné les données. Et en fin de compte, l'AUD-CAD, on peut dire que c'est l'équivalent du gold WTI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le gold WTI, si le gold WTI est haussier, c'est-à-dire que le gold superforme, et donc que l'AUD, on peut voir superforme le CAD. Regardez ici. Alors,
On va se mettre avec un petit laser, voilà. Là, on a une hausse du gold WTI. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le gold, il est plus performant que le pétrole en termes de pourcentage. Par exemple, si le pétrole augmente de 5%, mais que le gold augmente de 10%, on est d'accord que le gold surperforme. Donc là, on passe sur un autre sujet, on va pas trop pousser non plus. Ça s'appelle les forces relatives. Si vous avez envie qu'on voit ça ensemble, vous mettez un petit message et je préparerai un support dessus pour la prochaine formation. Mais voilà, juste pour vous dire que là, on a une surperformance du gold, du cours de l'or. On sait que le cours de l'or, il est corrélé à l'AUD, et donc l'AUD, il est haussier. Et on peut voir que sur ces courbes-là, eh bien, le gold WTI a plutôt, je dis bien plutôt, des signaux précoces. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais regardez ici, on avait le point bas qui était réalisé fin 2017, et sur l'AUD, ça a été réalisé début mi-janvier. Là, on l'a eu en même temps. Ici, on a eu la baisse, vous voyez, à ce moment-là, alors que c'était quelques jours après pour la UDK. Donc, ça peut être peut-être intéressant de regarder parfois ce code WTI. Et vous allez rapidement apercevoir, déjà, quel matériau surperforme. Et ensuite, quelle devise se référer. Est-ce que vous hésitez entre la UD et le CAD? Vous regardez le code WTI. Si le code WTI, il est haussier, alors la UD va avoir tendance à surperformer. Ce n'est pas à 100% le cas, parce que c'est pas une corrélation 100% positive. Mais voilà, il y aura plus de chances que l'AUD surperforme que le CAD, si le code WTI est aussi. Voilà, j'espère que vous avez compris, c'est un peu plus compliqué ce graphique, je vous l'accorde, mais bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous les envoyez, et je suis là pour y répondre. Ensuite, le tsar USD face au cuivre. Alors, qui connaît le tsar? Eh bien, c'est tout simplement la monnaie d'Afrique du Sud. D'accord? C'est pareil que l'économie australienne, c'est un pays qui exporte des minerais. Mais, voilà, le tsar, bon, il exporte du gold, oui, de l'argent, oui, mais aussi du cuivre, beaucoup de cuivre. Et donc, qui dit qu'un cuivre est haussier? Qui demande un cuivre? Qui demande du cuivre? Qui fait la demande du cuivre? C'est globalement la Chine. Parce que la Chine, comme je vous l'ai dit, c'est le premier producteur industriel au monde, et donc si la Chine va bien, la demande en cuivre va augmenter, et vice versa. Et donc si la demande en cuivre augmente, c'est l'offre et la demande, hein. Donc on a le cuivre qui va tendance à être haussier, et donc le tsar qui va être supporté, qui va être soutenu, du moins. Voilà, donc là on a une corrélation positive devant nous, qui est encore une fois pas 100% positive. La corrélation 100% positive n'existe pas. Mais on a globalement, vous voyez, si on a des prévisions haussières sur le cuivre, ça va être compliqué d'avoir des prévisions baissières sur le tsar. C'est un petit peu l'idée des corrélations. Et ça va vous permettre également, comme je vous l'ai dit, on va le voir dans un autre webinaire, mais d'un point de vue du portefeuille, comment diminuer le risque avec les corrélations. Grâce aux corrélations, pardon. Corrélation entre les indices boursiers. Alors, je vous ai dit, les marchés boursiers sont de plus en plus connectés. Et là, on a une corrélation qui est juste impressionnante. Alors là, bon, vous me direz, oui, mais on n'a que les indices européens. DAX 30, CAC 40, Eurostoxx, IBEX, MIB. Je ne voulais en exclure aucun, même si on a d'autres. Il y a l'indice portugais, etc. Mais bon, là, globalement, on a des corrélations qui s'approchent quasiment de la perfection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être compliqué d'être haussier sur le CAC et baissier sur le DAX. Ou baissier sur le DAX et haussier sur l'IBEX, ou voilà, peu importe. Si vous achetez le CAC, je parle sur du moyen long terme, bien évidemment, ou même en swing trading, eh bien, il faudra plus privilégier les achats qui convergent dans la même direction, que ce soit sur le CAC, le DAX, Eurostoxx, l'IBEX ou le MIB. C'est compliqué de s'opposer à la même tendance. Et globalement, ce que ça veut dire ce graphique-là, c'est-à-dire que si vous achetez le CAC et que vous achetez le DAX, vous êtes, d'un point de vue portefeuille, concentré. C'est-à-dire que vous diversifiez pas vraiment votre risque, hein. Vous ne diversifiez pas votre risque parce qu'on le voit, la corrélation est positive. Donc si vous achetez le CAC et le DAX en même temps, c'est comme si vous achetiez 2 positions sur le CAC ou 2 positions sur le DAX. Par contre, là où ça peut être intéressant, c'est pour un petit peu compenser ces bruits intraday, c'est que au lieu de mettre par exemple 10 000 sur le DAX, d'accord, au lieu d'acheter pour 10 000 euros le DAX, eh bien pourquoi pas faire 5 000 euros CAC, 5 000 euros DAX, ou 3333, etc. euros sur l'Eurostoxx, 3333 sur le CAC 40 et 3333 sur le DAX. Ça va permettre un petit peu de lisser cette courbe. D'accord?
et ne pas subir des gros bruits qui pourrait y avoir s'il y a une mauvaise publication française ou une mauvaise publication allemande, etc., etc. Bon, maintenant vous me direz, oui, mais on n'était que sur les indices européens. Regardez ce slide, on est face au Dow Jones, à l'Eurostoxx 50 et au Nikkei. Voilà, la corrélation est extrêmement positive. Est extrêmement positive, pourquoi? Eh bien parce que déjà, tout simplement, les indices boursiers, ça représente quoi? C'est des valeurs à risque. Et donc, quand le marché est en appétit pour le risque, on a tous les valeurs risquées qui augmentent. Déjà. Et étant donné que, comme je vous l'ai dit, les marchés sont de plus en plus corrélés, eh bien l'appétit, que ce soit dans toutes les zones géographiques, que ce soit en Asie ou en Europe ou aux États-Unis ou en Amérique, pardon, eh bien on aura cet environnement, ce climat qui va se propager de session en session. C'est-à-dire que si la séance américaine est haussière, elle clôture à la hausse, on aura plus de chances que les indices asiatiques progressent. Si les indices asiatiques progressent, clôture à la hausse, on est le lendemain matin, on est face à notre plateforme de trading, on a vu que la séance américaine a clôturé à la hausse, la séance asiatique a clôturé à la hausse, il y a également fort à parier que les indices européens clôtureront à la hausse. Voilà, maintenant c'est pas une règle qui est tout le temps valable, il faut faire attention bien évidemment des publications macroéconomiques, des banques centrales, etc. Mais en tout cas on aura un climat qui va soutenir, qui n'est pas négligeable. Hein. Ça, je peux vous l'assurer, c'est pas négligeable la force de ces clôtures de Wall Street et des indices asiatiques. Voilà. Et pareil, hein, si vous tradez que la séance américaine, eh bien, si la séance asiatique a clôturé dans le vert et que les indices européens ont clôturé dans le vert et qu'il n'y a pas de risque d'un point de vue macroéconomique dans la journée sur les États-Unis, alors il y a fort à parier que les indices américains vont clôturer dans le vert. Voilà. On passe sur corrélation des actions. Alors, pour ceux qui traitent les actions, on a devant nous le 10 ans américain, le rendement du bon 10 ans américain, face aux banques majeures mondiales. On a JP Morgan, BNP, Société Générale, HSBC. En noir, on a ce rendement du 10 ans. Admirez un petit peu cette corrélation. Pourquoi on a une corrélation si importante? Eh bien, je vous l'ai dit. Et en plus de ça, sur les actions ou sur les indices, vous savez, on a de plus en plus de produits boursiers qui indexent plusieurs actions pour en faire un produit. J'entends par là, eh bien, des ETF par exemple. Eh bien, on a cette corrélation qui vient par là, parce qu'on a des portefeuilles du coup qui sont totalement mélangés et qui évoluent dans le même sens. Donc c'est pour ça que déjà que les banques sont corrélées plutôt positivement. C'est un secteur, faut comprendre que c'est un secteur, et donc si le secteur va mal, on a toutes les banques qui ont tendance à aller mal. Et à l'inverse, on a le secteur bancaire qui va bien, alors on aura beaucoup de banques qui iront bien. Si on a une grosse banque qui va mal, on aura fort à parier qu'il y aura des répercussions sur les autres banques et sur le secteur entier. Et vice versa. Si une banque va très bien, publie des bons résultats, il y a une deuxième qui confirme ces bons résultats, alors la troisième, il y a fort à parier, en tout cas c'est probable, qu'on a une hausse des résultats. Maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec les rendements 10 ans américains? Eh bien tout simplement parce que les banques, comme vous savez, achètent de la dette, et donc si la dette américaine voilà, c'est la dette américaine, hein, c'est les États-Unis. Les États-Unis, c'est le pays de la bourse. Hein, il y a pas d'autre pays qui est le plus exposé à la bourse que les États-Unis. Hein. Donc voilà, les États-Unis, c'est un peu eux qui sont le marché hein, en fait. Et donc si le rendement se détend, si on a le rendement qui se détend, ça sera synonyme que les revenus bancaires vont augmenter. Et donc on a une spéculation directe sur l'action. Maintenant, si on a des rendements qui baissent, on aura des marchés actions qui vont consolider. Et parfois, vous pouvez voir qui chute. Ça peut arriver. Et pourtant, vous voyez que là, on a une société américaine, deux sociétés françaises et une société britannique. Et pourtant, ils sont bien corrélés quand même à ce rendement américain. Le webinaire sera-t-il disponible sur YouTube de la part de Birama? Alors oui, normalement, il sera disponible sur YouTube.
dès ce soir. Airbus face au dollar. Alors, on a de temps en temps dans les corrélations, ce qui est bien sur ce graphique-là, c'est qu'on peut voir que parfois les corrélations ne sont pas valables tout le temps dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une corrélation qui est à 94% par exemple aujourd'hui, qu'elle va être à 94% dans 3 mois. Les corrélations évoluent, mais d'un point de vue historique, ça reste plutôt la même. Une corrélation ne se mesure pas sur un jour, elle se mesure sur plusieurs semaines. C'est pas très efficace de regarder des corrélations sur une semaine. Maintenant, sur un an, sur 5 ans, sur 10 ans, c'est plutôt intéressant. Là, on est devant nous sur plus de 2 ans. Et vous pouvez voir que le dollar et Airbus sont plutôt corrélés, même si vous voyez que depuis 2017, eh bien, on a une pause. Alors pourquoi on a une pause? Alors, nous avons une pause. Alors déjà, je vais vous dire pourquoi ils sont corrélés ensemble. Airbus produit des avions dans l'Union européenne. Elle produit donc des avions et elle paye les coûts en euros. Airbus vend des avions à l'international. Et qui dit vente à l'international, qui dit vente en dollars. Donc, en fait, elle a des coûts fixes en euros et des coûts variables en dollars. Et donc, la variable, c'est le dollar. Donc, si le dollar augmente, étant donné qu'on a des coûts qui sont, alors, des coûts qui sont neutres, vous voyez, qui sont toujours les mêmes, parce qu'ils sont payés en euros, enfin, toujours les mêmes. Vous m'aurez compris. Étant donné qu'on a un euro, on a des coûts qui sont en euros, mais qu'elle vend ses actifs en dollars, et donc la marge entre prix de vente et les coûts, ça va être lié également au dollar. Pas que au dollar, mais également au dollar. Et donc si le dollar augmente, elle aura une marge qui sera plus grande. Et donc le marché spécule sur une hausse des revenus. Et donc elle paye de l'action Airbus. À l'inverse, un dollar qui diminue, ça va être synonyme que les marges vont diminuer chez Airbus. Et donc, l'action peut ralentir. Dans ce cas-là, elle n'a pas ralenti. Mais regardez, dans l'historique, vous voyez qu'il a ralenti. Alors pourquoi il n'a pas ralenti à ce moment-là? Simplement parce il y avait eu l'élection quelques mois après l'élection de Donald Trump, en fait, en janvier, on a eu un rallye des marchés actions européens, les marchés actions européens qui étaient les vedettes de l'année, du début de l'année, ce premier semestre, hein, je dirais plutôt le premier trimestre de l'année, c'était le trimestre des marchés actions européens. Les marchés actions européens superformaient Wall Street. Donc on avait beaucoup de flux, un petit rééquilibrage, même s'il n'a pas totalement eu lieu, on avait un petit rééquilibrage sur les marchés actions de la zone euro. Et c'est pour ça que Airbus a pu profiter de cette hausse malgré la baisse du dollar. Mais regardez, avant ce rééquilibrage, quand on n'avait pas ce rééquilibrage, vous voyez que le dollar baisse, Airbus baisse, etc., etc. C'est pas l'inverse, hein. C'est pas parce que Airbus baisse que le dollar va baisser. D'accord? Voilà. Les autres corrélations, alors c'est ce que j'ai trouvé un petit peu. Le DXY avec un spread, alors un spread en anglais c'est un écart. C'est partagé ou c'est un écart. D'accord? Le verbe c'est partager et sinon c'est écart. Alors le spread US, UK, Allemagne, Canada pardon, et le Japon. Alors en fait c'est tout simplement les spreads des taux. Voilà, c'est le dollar, c'est le rendement obligataire à 10 ans américain face aux 10 ans anglais, face aux 10 ans face aux 10 ans allemands, face aux 10 ans canadiens et face aux 10 ans japonais. Et donc en fait si on a un spread qui diminue, c'est-à-dire c'est-à-dire un écart, une distance entre les deux courbes qui diminue, en fait tout simplement que si on a des rendements qui vont converger et qui vont se rapprocher, on a un spread qui diminue en rouge. Et donc le dollar US va se contracter. Et si on a un spread qui s'écarte, un spread très vif qui s'écarte, alors on aura un DXY qui sera valorisé. Parce que c'est-à-dire que le dollar US augmente distance les autres spreads. Et donc, le dollar va augmenter. Maintenant, encore une fois, sur les rendements, par exemple, on a un 10 ans allemand, 10 ans français, 10 ans italien, 10 ans espagnol. Là, on a une autre corrélation. Forcément, c'est la zone euro, donc tout est régi un petit peu par la banque centrale. Même si la banque centrale n'a pas un impact, ne peut pas avoir un impact direct
sur les rendements. Elle ne peut pas acheter directement des taux. Elle peut faire en sorte de y contribuer indirectement. Bref, rendement 10 ans européen. Comme on peut le voir, on a une convergence des taux. Tout simplement parce que si l'Allemagne va mal, eh bien, ça sera synonyme que la France va être pénalisée, que l'Italie également, et que l'Espagne également. Et vice versa. Donc c'est vraiment, là, globalement, on compare à l'international, les analystes utilisent souvent le 10 ans allemand pour dire que c'est le 10 ans européen, même si ça ne l'est pas. Voilà, c'est pas le 10 ans français qui est utilisé pour imager les rendements obligataires européens. C'est plutôt le 10 ans allemand. Donc en fin de compte, ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'on a une corrélation entre tous les taux. C'est-à-dire que si un pays de la zone euro va mal, s'il y a une crise de la dette, eh bien on aura tous les taux qui augmenteront. Même si par exemple, on revient en 2011-2012, quand on avait cette crise de la dette des pays du Sud, l'Espagne, Portugal, l'Italie, la Grèce, on avait des taux qui avaient explosé, mais sachez que la France et l'Allemagne avaient également suivi. Certes, ils n'avaient pas autant explosé, mais ils étaient quand même largement haussiers. Voilà, maintenant, une autre corrélation que j'ai trouvée sur Bloomberg, qui peut être intéressante, c'est l'euro. L'euro, d'accord. On a l'euro-dollar en violet. Et l'euro net position. Donc là, c'est les positions spéculatives. Position des hedge funds. D'accord. Et là, on peut voir que quand les hedge funds short, on a cette corrélation. Simplement parce que c'est les hedge funds, les hedge funds qui font les tendances. C'est des millions, des milliards qui sont envoyés depuis les hedge funds. Et beaucoup de traders suivent ces données-là. Et vous pouvez voir que quand les hedge funds payent l'euro, alors on aura un euro qui va contribuer à sa hausse. Voilà, écoutez, moi je n'ai plus rien à rajouter. On va revenir sur ce dernier graphique quand même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Sinon, vous savez que je suis disponible sur Twitter, @ValentinOffrand. Vous posez votre question, n'hésitez pas. Et écoutez, j'espère que ça vous a plu. Merci en tout cas pour votre attention. Et si vous avez un sujet sur lequel vous voulez que j'aborde la prochaine fois, n'hésitez pas à me l'envoyer. Et comme ça, je pourrai préparer un support dessus. Voilà. Merci à vous encore une fois. Et à demain, comme vous savez, 9 h pour mon point de marché quotidien.